Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, en Afrique du Sud, Vuyani Pambo, porte-parole de l'EFF, appelle à la démission du président Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État sud-africain fait face à de nouvelles allégations de corruption liées à la gestion de la pandémie du coronavirus. Gros plan sur l'ouvrage intitulé « Ma version » de l'ancien ministre d'État béninois chargé de l'économie, Komi Kouché. Ouvrage de 243 pages dans lequel l'auteur analyse entre autres la situation socio-politique dans son pays, le Bénin, et qui sera officiellement publié ce vendredi 28 août. Et puis un récent rapport conjoint publié par la Commission économique de l'Afrique des Nations Unies et l'International Economics Consulting fait un état des lieux de l'impact de la pandémie de coronavirus sur les entreprises africaines. Des entreprises qui tournent aujourd'hui à environ 50% de leur capacité. Les précisions dans la suite de ce journal. Mais tout d'abord, au Mali, le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré aux alentours de 3 h du matin ce jeudi 27 août. Une libération qui intervient après d'intenses négociations entre les chefs du Comité national pour le salut du peuple et la CEDEAO. Ce dernier, poussé à la démission le 18 août, aurait émis le souhait de quitter provisoirement le Mali. Parallèlement, un calme relatif est de retour à Gao après la signature ce 27 août d'un accord par les leaders communautaires qui promettent de s'impliquer davantage pour freiner la circulation illégale des armes à feu dans la région du nord du Mali. En Afrique du Sud, le parti d'opposition combattant de la liberté économique EFF réclame la démission du président Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain est cité dans des affaires de corruption, notamment liées à la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. Philomentine. L'Afrique du Sud est confrontée à des polémiques et accusations de détournement de fonds publics destinés à la lutte contre le Covid-19. Avec ces allégations de corruption qui pèsent spécialement sur le président Cyril Ramaphosa, le parti d'opposition combattant de la liberté économique exige de lui une démission jusqu'à ce que la situation soit tirée au clair. L'opposition, dans son rôle, demande la démission du président. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est de savoir pourquoi le même schéma se fait en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. À bien y regarder, la majorité de ces pays ont signé la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Malheureusement, tous ces pays n'ont pas élaboré la stratégie nationale de lutte contre la corruption qui consiste simplement à mettre la transparence au devant de la gestion de la chose publique. Le président Cyril Ramaphosa a récemment adressé aux membres de l'ANC une lettre dans laquelle il les exhortait à mettre fin à la corruption impliquant le parti. En réponse à celle-ci, cette frange de l'opposition sud-africaine estime que le président, étant lui-même impliqué dans des affaires de corruption, n'a aucune autorité morale pour trancher dans cette affaire. Mais pour nous, l'opposition en demandant la démission du président devrait proposer aux citoyens sud-africains un plan de lutte contre la corruption. Les plans de lutte contre la corruption les plus efficaces au monde ont agi sur 3 points principaux: la détection de possibilités de corruption, la prévention de la corruption et enfin la répression. Disparition de matériel promis aux hôpitaux, soupçons de collusion dans l'attribution des marchés publics ou encore accusations de détournement de fonds publics destinés à la lutte contre le Covid-19 ont été entre autres les défaillances de l'État dans la gestion de la pandémie en Afrique du Sud. Dans l'actualité également, malgré sa radiation de la liste électorale, la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, via son président Armand Ouenia, a annoncé mercredi 26 août lors d'une conférence de presse qu'elle déposera la candidature de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pour le scrutin présidentiel d'octobre 2020 selon les procédures prévues. Pour rappel, la justice ivoirienne a confirmé la radiation des listes électorales de l'ancien président par la commission électorale indépendante. Pour M. Ouenia, cette décision est nulle et non avenue
et vise à écarter un adversaire redoutable du débat politique ivoirien. L'EDS s'est réservé le droit d'user de tous les moyens légaux pour le rétablissement des droits de son référent politique et candidat à la prochaine élection présidentielle. En République du Congo, la population n'a pas oublié l'ancien chef de l'État, Pascal Lissouba, décédé ce lundi 24 août 2020 à l'âge de 88 ans en France. Depuis l'annonce du décès de celui qui a dirigé le pays entre 1992 et 1997, les réactions du peuple sont partagées. Certains se souviennent surtout du scientifique qui voulait transformer son pays et d'autres l'associent notamment au massacre de la guerre du 5 juin 1997. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Les drapeaux ne sont pas en berne dans la capitale, Brazzaville, 72 heures après le décès de Pascal Lissouba, 5e président de la République du Congo et le premier élu au suffrage universel direct au lendemain de la conférence nationale souveraine de 1991. Néanmoins, certains souhaitent qu'on l'enterre dans son pays. Que le président Lissouba soit enterré au Congo, parce que nous tous nous croyons aux esprits des ancêtres. Un esprit des ancêtres, il va aussi être ensemble avec ses proches. Comme tout président qui meurt, on doit l'enterrer ici au Congo. Sur toute l'étendue du territoire congolais, Pascal Lissouba est connu comme l'ancien président de la République. Ses autres aptitudes et qualités ont été retenues par certains Congolais. Toutefois, celui qui était en exil depuis 1997 ne fait pas l'unanimité aux yeux de tous. Il n'a pas pu demander pardon au peuple. Parce que quand il bombarde les quartiers sud de Brazzaville, où il y a 3000 morts, quand il bombarde encore les quartiers nord de Brazzaville, où il y a 10 000 morts, mais même quand il est parti du pouvoir, il fallait demander pardon au peuple. Pascal Lissouba fut un bon président, quelqu'un de vraiment très intelligent, un savant en même temps. Quand j'étais en 3e année à l'université, à cette époque-là, j'étais étudiante. Donc au moment de campagne, là, il nous avait invité les étudiants là au palais du Parlement. Nous sommes allés là-bas. Et il nous avait démontré la fonction de Cobb Douglas. Nombreux même ne comprenaient pas cette fonction, mais quand il avait démontré ça, vraiment, nous étions étonnés. Et quand il avait posé sa candidature, tous ces meetings que j'ai suivis, des projets, tout ce qu'il avait ramené, tout ce qui était bon par rapport à notre écoute, la population Congo-Brazzaville, vraiment, c'était vraiment bon. Aucune disposition n'a été prise concernant les obsèques du fondateur du parti Union panafricaine pour la démocratie sociale. Par ailleurs, les veillées mortuaires se tiennent au siège du dit parti à Brazzaville, ainsi que dans toutes ses coordinations départementales. L'ancien ministre d'État chargé de l'économie béninois, Komi Kouché, revient au devant de la scène avec un nouvel ouvrage intitulé « Ma version ». Dans cet essai publié aux éditions Saint-Honoré et qui paraîtra ce 28 août, l'auteur nous livre le fruit de son expérience de la gestion des affaires publiques, un regard critique sur la situation sociopolitique de son pays, le Bénin, et un diagnostic des problèmes de la jeunesse africaine, entre autres. Un sujet de la rédaction. Ma version, c'est le titre du livre que vient de faire paraître aux éditions Saint-Honoré l'ancien ministre d'État béninois Komi Kouché. Un essai dans lequel l'auteur nous livre le fruit de son expérience de la gestion des affaires publiques, un regard critique sur la situation sociopolitique dans son pays, le Bénin, un diagnostic des problèmes de la jeunesse africaine et son regard sur l'éco, la nouvelle monnaie annoncée de l'UMOA. Dans ce livre, l'ancien ministre attire l'attention de la jeunesse sur la richesse et la force qu'elle constitue, car selon lui, cette jeunesse pourrait être le socle du développement de l'Afrique si les barrières qui empêchent l'éclosion de ses talents sont levées. Pour que la jeunesse africaine soit le principal moteur de l'histoire et non un instrument à la disposition de meneurs habiles qui exploitent à leur profit ses qualités et défauts, il faudra d'abord établir un état des lieux de ses aspirations. Ensuite, lui définir des responsabilités avant de lui planifier un avenir. S'agissant de la question du CFA que certains considèrent comme la base du retard économique que connaissent nombre de pays utilisant cette monnaie, l'auteur y trouve d'autres causes bien plus profondes. Loin d'être un défenseur du franc CFA, il me semble que les raisons qui ralentissent le développement de l'Afrique et qui obscurcissent l'avenir de la jeunesse sont plus africaines qu'importées et tiennent pour l'essentiel aux options de gouvernance publique, à l'état des droits de l'homme et à la vision des leaders. Subdivisé en 12 chapitres, développé en 243 pages, Ma version de Komi Kouché connaîtra son lancement ce vendredi 28 août 2020.
La Covid-19 continue de sévir et sur le continent, les pays redoublent d'efforts pour endiguer sa propagation et protéger les populations. C'est le cas du Togo qui vient d'instaurer un nouveau couvre-feu jusqu'à nouvel ordre dans les villes d'Adjengré, Tchamba et Sokodé. Le couvre-feu s'étendra de 21h à 5h du matin. Selon le communiqué du gouvernement, la situation dans ces localités est préoccupante, avec 1326 cas diagnostiqués et 27 morts depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le Togo ne voit pas pour le moment d'amélioration sur le front sanitaire. Au Kenya, 30 jours de couvre-feu supplémentaires pour lutter contre le coronavirus ont aussi été annoncés ce mercredi 26 août par le président Uhuru Kenyatta. Le chef de l'État a également prolongé la fermeture des bars et des boîtes de nuit entre 21h et 4h du matin. Le nombre de personnes autorisées à assister au mariage, aux funérailles et d'autres événements a toutefois été augmenté. Dans ce contexte, la Commission économique pour l'Afrique, conjointement avec l'International Economics Consulting, a analysé les effets du coronavirus sur l'activité des entreprises à travers le continent dans le cadre de la deuxième enquête globale sur la pandémie en Afrique. Dans son rapport, l'institution onusienne a identifié 3 défis majeurs auxquels les entreprises africaines font face avec la Covid-19 en proposant des solutions pour les surmonter. Les détails avec Philomentine. Depuis la crise sanitaire du coronavirus, les entreprises africaines sont essentiellement confrontées à des défis tels que des difficultés d'acquérir de nouveaux clients, une baisse de la demande ainsi qu'un manque de trésorerie. Ces perturbations subies devraient faire chuter leurs revenus d'environ 18% en 2020 par rapport à 2019, décrit un récent rapport conjoint publié par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, CEA, et l'International Economics Consulting. Malheureusement pour les États africains, l'agonie va se poursuivre. Il n'y a pas de plan de résilience possible, surtout pour certains de nos États qui n'ont même pas le pouvoir de battre monnaie. Donc je propose aux États africains qui ont le pouvoir de battre monnaie de jouer sur la planche à billets, c'est-à-dire créer des moyens de paiement, et on donne donc ces moyens à une classe moyenne africaine, ce qui fait que vous avez donc en face de vous un marché réel, parce qu'on a parlé de la demande tout à l'heure. Avec la crise économique, les performances des entreprises africaines sont réduites et les entreprises tournent actuellement à environ 50% de leur capacité, indique la CIA. Malgré les aides gouvernementales destinées à amoindrir les effets néfastes de la pandémie, les 2 tiers d'entre elles n'ont pas pu en profiter pleinement. Il y a de fortes chances que maintenant les entreprises peuvent penser à aller hors des zones économiques actuelles pour aller mobiliser des financements qui leur permettraient maintenant de produire. Face à une population qui est un marché captif, doté d'un pouvoir d'achat certain, le cycle économique va se refaire. Selon la CIA, de nouvelles opportunités s'offrent aux entreprises africaines pour affronter la crise. Il convient pour celles-ci de s'orienter vers les nouvelles technologies, notamment le développement de plateformes en ligne, une aubaine pour accélérer le commerce électronique. Les criquets continuent de ravager tout ce qui se trouve à Turkana, la région la plus pauvre du Kenya, avec des essaims capables de parcourir jusqu'à 130 km en une journée. Le nombre de criquets pèlerins a explosé en Afrique de l'Est et dans la région de la mer Rouge à la fin de 2019, exacerbé par des conditions météorologiques atypiques et le changement climatique. Situation qui menace de provoquer une crise humanitaire dans ces régions. Un sujet de la rédaction. Le Kenya, toujours aux prises dans une bataille avec les criquets pèlerins qui menacent de provoquer une crise humanitaire dans l'une des régions les plus pauvres du pays, celle de Turkana, située au nord à la frontière avec l'Ouganda. Malgré le succès des opérations de lutte anti-criquets menées par les autorités sur environ 600 000 hectares, les fortes pluies de cette saison printanière ont créé des conditions idéales pour la reproduction des insectes destructeurs. En juin, la communauté agropastorale du comté de Turkana a vu entre 15 et 20% de ses récoltes de sorgho endommagées. Les agriculteurs ne peuvent pas y arriver. Si nous recevons l'aide de sympathisants de notre gouvernement national et du gouvernement du comté, nous avons plus de chances de parvenir à éradiquer ce ravageur, car c'est une menace pour l'humanité. Oui, une menace pour l'humanité.
En plus de contrôler l'infestation de criquets pèlerins, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'inquiète également de l'impact des criquets pèlerins sur les moyens de subsistance des communautés touchées. Dans le comté de Turkana, le bétail est en compétition avec le pâturage avec des milliards de larves affamées. En conséquence, les chèvres ne produisent pas suffisamment de lait pour nourrir leur famille. Nous devons maintenant collecter le lait pendant plusieurs jours, puis ajouter de l'eau pour faire suffisamment de thé pour les enfants. Les criquets se déplacent en essaim pouvant atteindre 50 millions. Ils peuvent parcourir jusqu'à 130 km en une journée et pondre jusqu'à 1000 œufs par mètre carré de terre. Selon la FAO, de nouveaux essaims frappent le Kenya, l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan du Sud et le Soudan. Au Kenya, la menace d'une éventuelle réinfestation vers la fin de l'année 2020 demeure et une surveillance continue sera nécessaire. L'épidémie acridienne en Afrique de l'Est serait d'ailleurs la pire à frapper le Kenya en 70 ans et l'Éthiopie et la Somalie depuis 25 ans. Direction le Cameroun à présent, où la solidarité entre jeunes entreprises s'est une nouvelle fois illustrée. Jewanda & Co et Naja International Production ont décidé d'unir leurs compétences pour offrir du contenu original à leurs audiences en ligne. Un partenariat qui illustre une fois de plus l'engouement et le fort potentiel du web au Cameroun. Gladys Mwamba. 2 entreprises web pour un partenariat inédit. Jewanda & Co et Naya TV s'associent pour surfer ensemble vers le succès. Les 2 sociétés camerounaises natives de la toile ont décidé de mettre en commun leur expérience et leurs compétences. Le but, coproduire ensemble un programme diffusé sur leurs plateformes en ligne respectives. Une stratégie réfléchie à l'heure où l'environnement digital se bonifie au Cameroun. Travailler avec Naya TV nous permet d'explorer la production audiovisuelle tout en nous concentrant sur notre cœur de métier en fait. Donc c'est vrai que depuis quelques années maintenant, le format vidéo est roi sur Internet et donc il me semblait vital de s'y engager de façon qualitative et professionnelle. Et Naya TV est le partenaire tout indiqué pour amorcer cette nouvelle voie. 10 ans après sa création, en 2010, Jewanda Magazine a choisi de multiplier les synergies. La plateforme de divertissement et de tendance en ligne qui génère près de 1,5 million de vues par mois ambitionne d'étendre son influence, déjà imposante en Afrique centrale, en s'alliant au groupe de production Naya International, spécialisé dans la production de films et de séries, ainsi que de contenus destinés à la télévision. Un partenariat destiné à proposer une production audiovisuelle de qualité. Cette collaboration représente le dynamisme de 2 jeunes entreprises qui ont la prétention de bien vouloir contribuer de leur façon à la création d'un contenu audiovisuel de qualité et la faiblesse de croire qu'il faut se mettre ensemble pour mieux faire face aux grands défis que nous apporte cette ère de transformation digitale. L'association de ces 2 entreprises médias du web s'explique notamment par l'ancrage qu'a pris Internet ces dernières années au Cameroun. Sur une population de plus de 26 millions d'habitants, le taux de pénétration d'Internet est passé à 30% en janvier 2020, soit 7,87 millions d'internautes, ce qui représente une hausse de 7,8% en un an. La collaboration de Jewanda & Co et Naya TV a pour fin d'illustrer un certain proverbe africain. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.